C'est vrai, en fait, je fais toujours beaucoup de musique dans des moments un peu durs de ma vie, donc c'est vrai que ça c'est un peu la malédiction aussi. Tu vois, genre c'est dommage que pour faire des bonnes choses, il faille aller mal. Ouais, je suis d'autant plus fier de l'énergie qu'on a créée et en groupe et que j'ai fait tout seul et de tous les artistes qui ne viennent pas de Paris. Et après, il y a de la rage aussi à Paris, tu vois, évidemment, mais j'avais un milieu très ciblé dans ma tête quand j'écrivais l'album. Ça m'a pris 5 ans, mais là, je sens que j'arrive vraiment à la maturité artistique que j'ai toujours voulu avoir. Si je peux encore faire de la musique, ça fait 10 ans, que ça a toujours du sens pour moi, pour les gens et tout, c'est aussi parce que du coup on a pris ces risques-là. Salut, je suis Sandra Gomez, chef de la rubrique musique chez Combini et vous écoutez Processus, votre nouveau podcast musique qui révèle les rouages qui ont amené les artistes invités jusqu'ici. Au sommaire de cet épisode, on va retracer les débuts dans la musique de mon invité, les moments clés de sa carrière, ses inspirations et quelques surprises au milieu. L'artiste que je reçois aujourd'hui est un rappeur qui a marqué toute une génération d'auditeurs en devenant une icône d'une jeunesse qui se sentait en marge, en racontant les merveilles et traumas de l'adolescence et en magnifiant le quotidien de la vie en périphérie. Salut LuJPK. Ça va ? Ça va et toi ? Ouais, très bien. Je suis très contente de te recevoir. Bien, merci. On va revenir dans cette émission sur toute ta carrière. Ça fait quand même plus de 10 ans que tu es là. Ouais, donc un poil moins, mais ouais. Il y a des choses à dire, en tout cas. Il y a plein d'eras différentes. Tu viens d'annoncer il y a quelques jours la sortie de ton deuxième album, c'est ça ? Ouais, deuxième album, Brûler Paris. Ouais, il y a une petite confusion sur certains qui pensaient que tu avais fait plus d'albums, que c'était pas le deuxième, que... Ouais, j'ai fait beaucoup de choses un peu autour, mais vraiment le format album, c'est mon deuxième. C'est le deuxième, Il y a eu des mixtapes, des EP, etc. Ouais, c'est ça. Mais c'est ton deuxième album. Ouais. Il s'appellera Brûler Paris. Il sortira le 3 octobre. On n'y est pas encore, mais c'est l'occasion de revenir sur ta carrière, de mettre un petit coup d'œil dans le rétro pour retracer ce qui t'amène jusqu'ici aujourd'hui. On va se replonger dans une autre époque et on va repartir au début. Let's go. Il y a de l'électricité dans l'heure du temps. Ils t'ont fermé la porte, faut que tu passes par la fenêtre. C'était dur, on s'y est fait. Serre-les-toi, maintenant que je suis invité, je veux plus venir à vos fêtes. J'ai choisi ce titre parce que c'est mon préféré de Columbine, à titre personnel. Très gros classique. Un classique. Ouais, ça fait partie des gros succès, même si vous en avez eu beaucoup. C'est le morceau Temps électrique, du coup. Je pense que c'est important d'en parler pour comprendre aussi l'album que tu t'apprêtes à sortir là, parce que c'est comme ça que les gens te découvrent et c'est une grosse partie de ta vie aussi. À mort. Là, aujourd'hui, t'as quel regard sur cette époque ? Bah, je le regarde avec, je sais pas comment dire, beaucoup de kiff, quoi. C'était vraiment dans les meilleures années de ma vie. Ouais. C'était un moment de construction, de vie, une aventure entre amis, tu vois. Il y avait vraiment enfin, pas que du positif, mais c'était vraiment les prémices de plein de belles choses. Et non, j'ai un beau regard dessus. Ouais. Surtout que là, on arrive un peu comme on disait, aux 10 ans des débuts du groupe. Donc je peux avoir un vrai recul dessus. Oui. Et ouais, je sais pas, j'ai un regard apaisé dessus. Ouais. Et réécouter les morceaux, il n'y a pas de lassitude, il y a plus de la tendresse par rapport à ça. Ouais, voilà, exactement. Je trouve que des fois, quand tu viens de sortir un album, 1 an, 2 ans après, tu peux en être un peu saoulé. J'aurais pas fait les choses pareilles, exactement. Mais là, maintenant, je vois à quel point, enfin, je comprends en fait pourquoi on a eu cet impact, ce qu'on a représenté, pourquoi c'était fort. Ouais. Et c'était très fort, en vrai, je me rends compte. Ouais, c'est clair, il y a eu un vrai phénomène et il y a des gens qui te suivent encore jusqu'aujourd'hui de cette époque-là. J'ai l'impression que vous avez connu un succès fou assez rapidement aussi. La timeline, elle se fait comment ? On commence en 2014 avec le morceau Vicomte, qui était mi-parodique, mi un peu troll. Moi, je rappais pas dedans comment dire. Le process au début, c'était de faire... comme on était un collectif, c'était d'enchaîner des morceaux solo. Ouais. Et c'est en 2016 qu'on sort notre premier album officiel qui s'appelle Clubbing for Columbine, avec mon petit frère sur la pochette. Pochette iconique, ouais, franchement. Pareil, tu vois, quand je regarde tout ça, je me dis putain, on était chaud. Ouais, de fou. La musique, elle était vraiment loufoque, mais je trouve qu'on posait vraiment les bases de ce qu'allait devenir vraiment Columbine avec l'album Enfant Terrible qui est venu après et qui nous a apporté vraiment le début de succès, les tournées complètes, etc. Ouais. Et voilà, après, adieu bientôt, et puis fin de l'aventure. Mais c'est allé vite, ça s'est propagé sous quelle forme ? Comment vous distribuez votre musique au début ? Ça se fait par quel biais ? Franchement, on faisait nos clips nous-mêmes, on les sortait. À la base, c'était vraiment le nombre de vues sur ton clip YouTube qui montrait un peu où t'en étais. À cette époque, il n'y avait pas trop... Enfin, je dis cette époque, c'est pas si lointain, mais c'est vrai qu'il y avait moins le jeu des streams, etc. Ouais. Et on distribuait tout sur un site qui s'appelle Bandcamp, donc c'était vraiment, on livrait nous-mêmes nos CD... on faisait les t-shirts, on faisait tout nous-mêmes, donc c'était vraiment homemade. Pareil, la réalisation, le mix, enfin tout, on était vraiment comme un petit label. Ouais. Et ouais, non, ça fait. On a essayé de maintenir cette énergie jusqu'au bout.
Mais du coup, il y avait quand même dès le début une dimension de vouloir en faire quelque chose de professionnel. Ouais, dès le début. Okay. Dès le départ, il n'y a jamais eu le côté un peu bas les couilles. Je pense que tout le monde s'est consacré à 100% dans le groupe dès les débuts. Ok. Et ça peut être un peu, pas contradictoire, mais tu vois, dans la musique que vous proposiez à cette époque-là, il y avait un truc très léger, d'ambiance aussi, parfois décalé. C'était quoi votre regard ou votre attention à ce moment-là pour quand même jauger que ça va peut-être être mal compris, ou comment faire pour que les gens comprennent que c'est un projet sérieux qui arrive? Je pense que c'était faussement léger aussi. Tu vois, il y avait quand même toujours un message assez politique ou plein de choses derrière tous les sons qu'on faisait, même dans les trucs un peu plus débiles. En fait, c'était le reflet aussi de ce qu'on écoutait. On s'inspirait beaucoup des Quinry à l'époque et tout. Donc en vrai, ça a été dur de faire comprendre le message. Et je pense que en fait, l'énergie était tellement forte que ça nous a vite dépassé. Et tu vois, ce qu'on était, on l'a tellement bien représenté que les gens se le sont pris. Mais nous-mêmes, on n'avait pas trop de strates. Ouais, après, c'est le public qui s'approprie le truc. Là, maintenant, je comprends qu'on faisait un peu nimp. Mais ce que je te dis, c'est que la bande qu'on était représentait tellement quelque chose de fort que ça nous a même dépassé. Je pense que c'était même extra musical, tu vois. Ouais, ok. Tu parlais des influences que vous aviez. Est-ce que vous aviez déjà tous les mêmes références communes? Moi, la personne avec qui j'étais le plus branché, c'était évidemment Foda. Tu vois, plus le groupe avançait, plus aussi on faisait toute la musique tous les deux, enfin du moins peut-être 90%. Et dès le début, franchement, on s'est rencontrés sur des histoires de musique. Ok. Vraiment, à l'époque, on parlait d'autres futurs je sais pas, en 2011. C'était vraiment, on avait les mêmes rêves. C'était la première fois que je rencontrais quelqu'un qui avait les mêmes rêves de zik que moi. Il se butait à Aphex Twin. Enfin, j'étais dans ça aussi et tout. Et vraiment, on était un peu en musique nerd du lycée, tu vois. Ouais. Du coup, c'était cool de se rencontrer là-dessus, de discuter de tout ça et de faire de la musique. Avec beaucoup le cinéma aussi. Le cinéma ? Ouais, ok. Il y a des grands films qui vous ont marqué Ouais, beaucoup. Moi, perso, j'étais plus à cette époque dans le ciné un peu Larry Clark, Harmony Korine, Foda était dans ça aussi. Après, il y a aussi beaucoup Gus Van Sant sur Elephant qui a été vraiment le pourquoi du comment de Columbine. Voilà, un peu les films indés, enfin, comment dire, le premier accès quand tu veux devenir cinéphile, les premiers films que tu mates au lycée, quoi, un peu. Ok. Le pas de côté pour parler de l'adolescence aussi, c'était un peu, c'est un peu central dans la musique que vous faisiez, on y reviendra après. C'est intéressant que tu me parles de Hot Future aussi parce que c'est une esthétique, effectivement je comprends le lien parce qu'il y a toujours eu ce truc décalé, voire même un peu punk dans la démarche de faire de la musique différemment. Et aujourd'hui, tu vois, t'as Tyler, évidemment, qui brille, mais qui a longtemps été un peu ce rappeur alternatif aussi dans la démarche. Je pense qu'on a été pas mal là-dedans aussi. Genre un peu de niche, mais quand même big. Ouais. Et en vrai, Future, c'était big dès le début. Ouais. Mais c'était pas genre... je sais pas comment dire, on savait pas trop dans quelle case le mettre et tout. Je pense que voilà, après c'était en Californie, nous en Bretagne. C'est autre chose, c'est la West Coast. Mais... c'est la version petit blanc de Rennes, tu vois. Mais je comprends la démarche. Et ça reste la même aujourd'hui pour toi, t'as envie quand même d'apporter un truc décalé. Je pense que c'est plus fort que moi de pas... Enfin, je sais pas comment dire, j'ai tenté des fois des choses peut-être plus dans... Enfin, moi, quand je suis trop dans les codes, c'est que je me perds un peu. Okay. Genre, quand je fais trop de musique, je vais peut-être être dans des trucs trop définis musicalement. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais... Des sentiers battus, des schémas un peu attendus. Je pense que je suis pas très bon là-dedans, au final. Okay. Et dès lors où je pose sur des instrus un peu bizarres ou des trucs que j'ai un peu amené moi-même, où il y a pas mal, des fois même de maladresse et tout, mais je sens que c'est plus moi et tout. Donc en vrai, j'essaie d'affiner ça plus que de vouloir... En tout cas, c'est la manière que tu as de créer. Tu as besoin d'être stimulé par des choses un peu différentes, quoi. C'est ce que j'ai eu envie de retrouver sur l'album Brûler Paris, du moins. Ok. Parce que pendant un temps, tu avais l'impression d'avoir peut-être perdu un peu ce truc-là. Ouais, plus par la surproduction. En tout cas, c'est naturel et ça fait partie, je pense, d'une carrière, tu vois, de comment dire, se confronter un peu à tout. Mais avec du recul, je suis en mode, ok, en fait, je sais ce que je veux faire, mais c'est maintenant que je le sais. Vous avez du coup mis un terme à ce groupe-là. Ouais. Comment ça se passe la carrière en solo en fait? C'est quoi les changements que ça implique? Est-ce que tu as eu un moment où tu as eu du mal peut-être à t'adapter à cette nouvelle forme? Ouais, à fond. En fait, je pensais, vu qu'il y avait beaucoup de morceaux solo dans le groupe et que du coup je faisais beaucoup de musique tout seul, je pensais que c'était juste faire mes sons, tu vois. C'est là où je dis que je réalisais pas trop ce qu'on représentait. C'est qu'en fait, tout seul, j'étais plus Columbine, enfin, j'étais quelque chose d'autre, comme tous les artistes solos, tu perds un peu l'entité, faut en créer une nouvelle. Et du coup, ce qui a été peut-être dur, c'est que je savais pas exactement comment raconter mon histoire, ce que je voulais vraiment représenter, quel était mon son. Et ça a été
une traversée intéressante qui a été un peu ce à quoi a servi mon premier album. Mais pour moi, vraiment, là, tu vois, ça m'a pris 5 ans, mais là, je sens que j'arrive vraiment à la maturité artistique que j'ai toujours voulu avoir, quoi. Et à trouver ton identité aussi, ce que tu as envie de raconter. Ouais, pas être juste, comment dire, faire la même chose que quand j'étais en groupe, mais tout seul, c'est comment trouver vraiment son identité. Et ça a pris plus de temps que ce que je pensais, tu vois. Au début, je pensais que j'étais ready de fou. Et autant, ce que j'ai fait en solo a bien fonctionné, tout s'est bien passé et tout, mais j'avais cette petite sensation de manque que je voulais réparer. En fait, c'est juste, ça prend du temps. Mais... Ça prend du temps, mais aujourd'hui, tu as l'impression d'être plus prouvé, quoi. Il y avait quelque chose de différent dès le début dans votre manière de faire du rap, et je voulais qu'on s'attarde un peu dessus. C'est justement la couleur, l'esthétique que ça avait. Il y avait un côté, j'ai l'impression, volontairement accessible et pop dans la manière, dans un sens plutôt noble du terme, pour faire rentrer tout le monde dans le truc. Est-ce que ça a toujours été une dimension importante pour vous? C'est quelque chose de plutôt réfléchi? Oui et non, je pense que, je sais pas comment dire, nos premiers morceaux qu'on marchait, c'était presque... Enfin, en fait, à chaque fois qu'on essayait de faire un peu de la caricature de trucs pop, notre vision d'un hit, ça marchait pas forcément. Et c'est des morceaux comme Pierre, Feuille, Papier, Ciseaux ou Les Prélis qui sont totalement hors format, qui sont devenus classiques et qui ont vraiment ramené. Après, moi, je suis un kiffeur de trucs qui chiffrent, tu vois ce que je veux dire, de vrai pop, j'aime bien, tu vois, j'aime bien la pop américaine, j'aime bien... Ça s'entend quand même dans ce que tu fais, qu'il y a un mélange des genres. Ouais, voilà, en fait, je sais pas, j'aime bien les morceaux de 4 minutes sans refrain sur une prod chelou, et en même temps avoir une vraie maîtrise de ce qu'est un morceau de pop et un morceau qui peut toucher un large public. Parce que... Mais après, ça, je veux toujours que ce soit fait intelligemment, tu vois, je trouve ça cool quand il y a un noble message et quelque chose de beau à travers quelque chose d'accessible. Et ça, moi, j'aime bien... Enfin, je sais pas, j'aime bien ce qui est populaire aussi, tu vois. Que ça parle à tout le monde, c'est aussi... Non, mais c'est pour ça que je parle du sens noble du terme, parce que souvent, quand on parle quand on parle de faire un truc pop ou qui parle à tout le monde, en général, les gens pensent que c'est forcément faire des consensus et trouver le chemin le plus facile. C'est aussi difficile de faire un truc qui parle à tout le monde, tu vois. À mort, surtout comme je te dis, quand moi, personnellement, je suis trop dans les codes, souvent, ça marche pas, donc faut que je trouve ma façon un peu de faire des hits. Et c'est ce qui est cool aussi en ce moment, c'est qu'il y a des non-hits qui en deviennent, et c'est plus vraiment une question de format, mais du coup c'est intéressant aussi d'avoir ce recul un peu de réal sur un morceau pour pas être juste l'interprète du truc. C'est comment réfléchir le morceau pour qu'il soit vraiment au top. Et comment tu travailles du coup à ce niveau-là, ton entourage créatif, comment il se compose aujourd'hui par rapport à avant, par exemple? Qu'est-ce qui a changé à ce niveau-là? C'est un méga vase clos. L'album, je synthétise un peu, mais on l'a grossièrement fait à 3, avec Marty, qui est un compo signé sur mon label, qui avait produit le morceau Pas à ma place. C'est un ami et une de mes plus belles rencontres artistiques, parce que j'ai vraiment trouvé quelqu'un qui arrivait à mettre en musique ce que je voulais faire. Et tu vois, je peux lui amener des bases de prod, des trucs un peu que j'ai fait tout seul, et lui va les produire, faire vraiment aller dans mon sens. Son studio, il est dans ma rue, donc on a ce truc, on y va tout le temps. De proximité aussi qui aide, Et dans la même rue, il y a mon ami Sam aussi qui m'aide, mais plus lui sur cet album, c'est plus un échange dans l'écriture, où on s'est vraiment mis en lui et rap, tu vois, et on s'est mis vraiment à 3 à raconter un peu nos aventures de vie. Et je tenais à faire rentrer peu de gens dans ce processus-là. Dans les arrêts de jeu, il y a Tony Seng de l'équipe Nava qui est rentré, qui m'a vraiment aidé aussi à finaliser le son, à vraiment, comment dire, j'avais trouvé mon son mais je voulais aller plus loin, et lui il est vraiment chaud pour cette phase un peu plus de je sais pas, de production additionnelle réelle et tout. Enfin, du moins il fait aussi des instrus, mais il a eu ce rôle là sur mon album. Et du coup c'est l'équipe très resserrée qui a créé ce disque. C'était une volonté d'être en cercle plus restreint, parce que aussi tu racontes des choses plus personnelles? Ouais, je sais pas, j'avais moins envie d'être dans un truc un peu industrie, tu vois. En vrai, je suis en indé maintenant, tu vois, je suis moins dans le process dans lequel j'étais avant, tu vois. Il y a quelque chose de plus, je sais pas, j'ai envie de vraiment tout créer. Plus organique. Ouais, plus organique, plus à la maison, entre amis et tout. Là où avant, sur mon album d'avant, il y a peut-être 20 producteurs différents, tu vois. Et en fait, c'est dur de trouver un fil rouge quand il y a trop de... En fait, tu fais une compilation, plus qu'un vrai album qui raconte quelque chose. Et là, pour moi, Brûler Paris, je voulais le réfléchir comme un concept, presque en mode... c'est pas un album concept, mais chaque son doit répondre au délire, tu vois. Et quitte à jeter des bons morceaux qui sont bons objectivement, mais qui correspondent pas. C'était un peu le challenge de cet album. Ouais, c'était un beau challenge. Et du coup, pour ce faire, il fallait peu de monde.
Et ça, c'est autant sur le son que sur l'image et tout. J'ai voulu tout resserrer, choisir. Ok. Ouais. Pour revenir juste un peu au début, et c'est également ton public actuel, j'ai l'impression que ça a permis une certaine ouverture du public rap. Columbine, mais plein d'autres artistes à ce moment-là. Le fait que ça parle de plus en plus de monde, on va dire très concrètement à partir de 2015, j'ai l'impression qu'il y a tout un public rap qui se diversifie. Est-ce que toi tu le sentais ce truc-là, tu sentais qu'il y avait peut-être des gens qui écoutaient pas forcément du rap qui arrivaient jusqu'à vous? Ouais, je pense que c'est vrai que c'était une bonne période, même dans le rap français, il se passait beaucoup de choses grave. Aussi. Et c'est vrai qu'on a peut-être été en tête de ce style, mais il y avait quand même beaucoup de monde et tout. Donc je pense que ça a beaucoup apporté, ça a ouvert des portes comme chaque nouveau phénomène, tu vois. Et vous le sentiez, ça? Est-ce qu'on le sentait? Ouais, on sentait qu'il y avait un truc, mais ça, c'était aussi... aux States, à l'époque, t'avais XXX, t'avais Lil Peep, tout ça. Donc il y avait ce truc un peu alternatif, rap. Ouais, il y avait un renouveau qui était en train de se produire. Ouais, de fou. Okay. C'était une belle période. Justement, moi, je voulais ton regard là-dessus parce que y a un côté très positif à ça. Il y a aussi un côté qui peut être négatif et qui fait partie aussi un peu des discussions depuis ces dernières années. J'ai l'impression qu'il y a plein d'artistes qui ont été considérés à tort comme un peu du rap plus facilement accepté, acceptable aussi, parce qu'il y a toujours ce truc où le rap n'est pas considéré à sa juste valeur dans plein d'endroits. Parfois, vous pouviez vous retrouver justement face à un public qui dit bah moi j'aime pas le rap, mais j'aime ce groupe-là. C'est quoi toi ton regard par rapport à ça? Est-ce que c'est un truc qui un jour tu l'as observé, ça t'a marqué, ça t'a dérangé ou... Je sais pas, c'est vrai qu'on avait peut-être aussi un public qui était très fanatique, donc il y avait ce côté aussi, c'est même pas question de type de rap, c'est que je crois qu'ils nous écoutaient que nous. C'est vrai que je constate ça aussi des fois sur mon public, je vois, enfin ils écoutent d'autres choses, mais je sens qu'il y a un truc très central, tu vois, un peu comme je sais pas, les auditeurs de Jul, t'as l'impression qu'ils écoutent que Jul, tu vois, il y a ce truc un peu après je sais pas, moi je pense que par rapport à nos références, ce qu'on montrait, ce qu'on expliquait, même ce qu'on partageait et tout, en ref, visuel, de son et tout, il y avait aussi une volonté peut-être d'éduquer aussi, tu vois. Donc en fait, si t'écoutes Columbine et t'as cette vision-là, tu te trompes à 100%, parce que je veux dire, genre, c'était obvious et on en parlait, qu'on écoutait vraiment tout type de rap. Après, souvent c'est le public qui crée ces discours-là, parce que les artistes, eux, ils sont toujours dans une démarche très passionnée, de respect et tout, mais c'est comment... on s'approprie des sujets, mais c'est vrai qu'à chaque fois les artistes se dédouanent de ce truc-là parce qu'ils sont pas responsables de ça à fond, mais en tout cas ça fait partie de ce moment où j'ai l'impression que de plus en plus de gens écoutent de rap et sont aussi ouverts à des sonorités différentes. Oui, à fond. Après c'est vrai qu'il y a toujours cette dualité, il y a le vrai rap, le truc, le rap acceptable, machin. Après je trouve qu'il a fallu un peu de temps, mais tout s'est un peu remis en place aussi. Et il y aura toujours ça, parce que c'est normal, c'est une musique archi populaire. Vous avez jamais été dans un truc de recherche de légitimité, de pourquoi on fait ça, et vous n'avez pas été confronté à ça? On a toujours été archi légitime. Après, c'est sûr que c'était clivant, parce que t'arrives à quelque chose de nouveau, mais en vrai, la flemme de faire de la musique, si ça crée pas de débat, si t'es direct validé, c'est qu'il y a quand même c'est que tu corresponds déjà à quelque chose qui existe déjà, que les gens ont déjà presque digéré. Donc je pense que t'as limite un compte à rebours sur ta tête quand t'es trop validé dès le début. Et tu vois, au final, si je peux encore faire de la musique, ça fait 10 ans que ça a toujours du sens pour moi, pour les gens et tout, c'est aussi parce que du coup on a pris ces risques-là. Mais c'était pas quelque chose d'analysé. Ok, c'est très naturel, ça se ressent aussi dans votre musique, dans ce que vous racontez. Et c'est vrai que le public a autant accroché, et il y avait vraiment comme tu le dis, un truc un peu fanatique autour de vous. Comment tu l'expliques aujourd'hui, à ton avis? Qu'est-ce qui a fait que particulièrement vous avez parlé à certaines personnes autant? Parce que je pense qu'on a parlé à des gens qui se sentaient pas représentés. Tu vois, même le fait de venir de Rennes, de l'assumer pleinement, de montrer un peu les off, le côté un peu white trash. Je sais pas, en fait c'était tellement sincère, en fait c'est la sincérité du truc, genre vraiment on se montrait comme on était dans nos colocs, dans des apparts un peu crades, en sortie de lycée, donc en fait tout le monde peut avoir un peu cette bande de potes, et sauf que nous on l'a poussé à des tournées, des disques de platine, tout ça, donc en fait il y a un côté un peu, c'est un petit rêve, tu vois, qu'on a montré aux gens, et nous on l'a vécu, et c'est de l'identification, et c'était très fort, c'était très générationnel, je pense, tu vois, il y a vraiment ce truc où
Et puis voilà, le groupe que tu kiffes quand t'es au lycée, il te marquera pour toute ta vie, tu vois. Ouais, c'est clair. Ouais. Puis le fait d'être un collectif, je pense que ça marque aussi, parce qu'il y a eu d'autres exemples un peu similaires qui représentaient bien la province. Évidemment, il y a Orelsan qui a un peu ce porte-étendard. Le fait d'être un collectif, il y avait ce côté aussi groupe de potes, comme tu le dis. Et effectivement, le succès que vous avez eu, c'était un peu presque revanche sur toutes ces dernières années où il n'y avait pas eu cette représentation-là. Vous étiez là pour apporter le succès à cette échelle. J'ai l'impression que c'est toujours quand même... cette partie-là, c'est bien que tu en parles parce que je voulais t'amener dessus. Le fait de ne pas venir de Paris, justement. Là, l'album qui arrive s'appelle Brûler Paris. Je trouve que c'est un thème super intéressant. C'est toujours un sujet qui t'importe de vouloir parler justement de tout ce qui n'est pas Paris, tout ce qui n'est pas dans la lumière. Bah ouais, c'est un peu aussi le concept de l'album, et c'est aussi pour ça, c'est un clin d'œil, mais que j'ai fait des éditions personnalisées pour toutes les villes sauf Paris. J'ai envie de montrer que je suis fier d'où je viens, raconter aussi qu'on peut le faire sans venir de Paris, et je raconte aussi mon expérience parisienne parce que maintenant j'y vis depuis quelques années, et je constate de l'intérieur ce à quoi on n'a pas forcément accès en venant pas de là, tu vois. Et je trouvais ça intéressant de le raconter, même si ça peut être une force, mais c'est je sais pas, on part, en fait je me suis rendu compte qu'on partait quand même de plus loin. Ça s'est fait naturellement, on a eu aussi une part de chance que ça pète vite. Et à l'époque, on disait qu'on s'en foutait un peu, que voilà, on disait avec Internet, machin, tu peux direct, tout le monde peut percer. Mais en vrai, quand même, une fois que tu as eu ta visibilité pour avoir le respect que tu mérites, tout ça, je trouve qu'il y a quand même quelque chose il y a une espèce de condescendance parisienne sur je suis totalement d'accord avec toi. Je m'en rends compte maintenant. C'est vrai que effectivement, quand tu es dans les années les plus fastes, les années de succès, tu peux pas forcément t'en rendre compte, et ce moment-là où tu as un peu une vision un peu plus claire, tu te rends compte de toutes les frontières qu'il y a à Paris qui sont... En fait, c'est assez dissonant, j'ai l'impression, avec l'image qu'on donne aussi à la capitale, où tout est possible, tu viens et ça peut marcher, et en plus, comme tu le disais, aujourd'hui, tu peux percer même de chez toi et tout. C'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a toujours un truc assez hostile à ceux qui ne sont pas de Paris, et tu parlais de condescendance, il y a aussi un peu de mépris de classe, mépris de classe à fond, c'est un autre thème aussi de l'album, tu vois, je suis allé chercher ma matière au plus profond de la capitale, tu vois, je suis allé vraiment voir, ça parle des soirées parisiennes, de ces milieux un peu, des petites mondanités, de tout ça, ça parle pas que de ça évidemment, mais c'est mon expérience quand t'arrives, que t'as un peu de succès, que t'arrives dans une ville où presque tout le monde est un fils d'eux, où le succès n'est même pas forcément nécessaire, il faut juste une espèce d'image propre parce que tout le monde a de l'argent, tout le monde a tout, et je vois que notre process, il y avait quand même plus de rage aussi, tu sais, quand tu crées aussi parce que t'as pas le choix, et que ça va être ta seule solution pour t'en sortir, pour avoir un métier, pour tout ça, c'est pas la même énergie. Et du coup, je suis d'autant plus fier de l'énergie qu'on a créée et en groupe et que j'ai fait tout seul, et de tous les artistes qui ne viennent pas de Paris. Et après, il y a de la rage aussi à Paris, tu vois, évidemment, mais voilà, j'avais un milieu très ciblé dans ma tête quand j'écrivais l'album. Justement, on va s'écouter un petit extrait, on va creuser un petit peu. Je suis solo ce soir, je t'en prie ne me téléphone pas. Je vais marcher de travers sans compter mes faux pas. C'est brûlant sous ma poitrine, et pour que les flammes passent, je vais brûler Paris, brûler Paris. C'est le titre éponyme du coup, Brûler Paris, que tu as sorti il y a quelques temps. C'est un titre qui est très évocateur du coup. Est-ce que il peut être lu de plein de manières différentes. En vrai, il y a un côté très littéral du terme, mais qu'est-ce que ça symbolisait pour toi, cette expression-là, Brûler Paris ? Brûler Paris, je voulais pas le prendre au côté... Enfin, je voulais être dans une forme de rage, exprimer la rage que j'avais en moi pendant la création de l'album. C'est un album qui raconte grossièrement mon année 2024. Il y a un truc vraiment... très... voilà. Marqué dans le temps. Tous les visuels que je partage autour sont de cette période. Ok. Voilà, il y avait un truc de rage, de moment un peu dépression, comment dire. Je sortais de tout le succès de mon premier album, de la tournée et tout, et j'ai eu une vraie sensation un peu de vide. J'ai voulu un peu tout couper avant de vraiment commencer à refaire l'album, et c'est ça, j'ai eu besoin de me confronter un peu à ces démons-là que j'ai trouvés ici, tu vois, un peu. C'est ça, c'est pas vraiment littéralement brûler la ville, c'est plus brûler ce qu'elle représente, et aussi vraiment
j'aime bien l'expliquer comme ça en disant que c'est aussi brûler les illusions. Et je trouve que Paris représente beaucoup d'illusions et qu'il y a cette métaphore-là auquel je tiens. Ouais, t'as l'impression que c'est quand même encore ancré aujourd'hui. Je me dis ça parce que, tu sais, aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes qui racontent et qui démystifient les parcours. Justement, cette émission, c'est aussi là pour ça, pour expliquer un peu le process qui t'amène à un niveau. Mais t'as l'impression qu'il y a toujours plein de fantasmes autour de Paris et du succès, parce qu'en fait, Paris, c'est souvent associé à ça, tu vois, à la réussite. Il y a encore toutes ces illusions que tu constates encore. Ouais, à fond, j'avoue, c'est un combat assez perso, tu vois, parce que même c'est aussi, je sais pas, genre, tu vois, je fais une parenthèse, mais les artistes qui arrachent tout en ce moment, ils viennent aussi beaucoup de Marseille, et pour autant c'est vrai que tout le monde est obligé de passer par Paris pour vraiment faire valoir sa musique. Et c'est dur de vraiment planter son drapeau, tu vois. C'est aussi pour ça que j'ai fait la petite parenthèse du projet Week-end à Marseille, parce que j'aime bien aussi toutes ces énergies-là, et je trouve que là-bas, c'est brûlant d'énergie et qu'il y a tout ça, mais ouais, il y a une petite guerre à faire. Ouais, mais c'est fou que ça soit toujours le cas aujourd'hui, en fait. J'ai l'impression que ça fait croire que non, mais c'est le cas de ouf, tu vois. C'est ça. J'ai l'impression qu'il y a un discours qui dit que voilà, aujourd'hui c'est Internet, tu postes ta musique de n'importe où. Mais en réalité, c'est pas pour dégoûter les plus jeunes qui arrivent et ceux qui ont des espoirs, mais je pense que c'est important aussi de les mettre face à une certaine réalité, que Paris c'est dur et c'est une ville qui est aussi très cruelle, et et en plus couplé à ça le fait que le milieu artistique et la musique, c'est un peu un monde de requins aussi. Ouais, donc, c'est dur, mais faut que ça devienne une force, et justement le message, je veux pas dire c'est trop dur, vous y arriverez pas, c'est plus qu'il faut une mentale de conquérant et venir brûler la ville. Du coup c'est aussi cette métaphore là, c'est prendre le dessus. Ouais, j'ai l'impression que dans ta musique, il y a beaucoup ce thème-là, et je trouve que tu le maîtrises encore mieux sur ce projet. La colère. La colère et l'amertume, ça fait partie des trucs qui te motivent le plus à écrire, j'ai l'impression. Ouais, ce que je te disais tout à l'heure, après je l'ai pas très bien exprimé, mais oui, c'est un album qui s'est fait beaucoup dans la colère aussi, tu vois. Ça, si je me suis remis à faire de la musique, c'est parce que j'étais chargé un peu de matière noire. J'ai eu un vrai moment d'hésitation sur est-ce que j'ai vraiment envie de reprendre. J'avais l'impression d'avoir perdu un peu le sens du pourquoi. En mode, c'est bien de faire des tournées qui se remplissent, des chiffres, des trucs, mais je prenais plus tant de plaisir, tu vois. Je me suis dit, si je repars, c'est que j'ai un truc à raconter, une vraie œuvre à faire et un message perso, tu vois. Et du coup, voilà, c'est pour ça que j'étais chargé à bloc, j'étais bien vénère. C'est comme ça que j'ai fait l'album. C'est ça, je me suis cassé le bras pendant une soirée un peu sombre, et c'est à l'hôpital que j'ai choisi le nom de l'album. Ah, d'où la cover, c'est une vraie photo. Voilà, exactement. Et ça, c'était un peu, j'étais avec mon pote Sam, du coup, aux urgences. J'ai regardé un peu la situation de l'extérieur, et je lui ai dit, l'album, ce sera ça, ce sera Brûler Paris. Et voilà ce que ça a donné. Et il y a eu des éléments particuliers qui ont provoqué cette colère, ou c'était un sentiment un peu latent depuis un moment? Ouais, je pense que c'est ça, c'est un peu le côté, j'avais perdu un peu le sens des choses, tout devenait assez mécanique, j'étais toujours avec du monde, je m'étais pas retrouvé avec moi, enfin j'avais jamais me déconnecté du personnage depuis peut-être 6-7 ans quand je faisais le calcul, tu vois, et là j'ai eu besoin vraiment de me reconnecter à moi-même, de laisser un peu le costume au placard, tu vois, et ouais, non, il y a eu ce truc, et voilà, des histoires perso, de rupture, de peut-être de manque de confiance en soi aussi, tu vois, que cette ville peut aussi appuyer, tu vois. Et il y a eu vraiment, enfin, cet album, c'est toucher le fond, entre guillemets, pour rebondir, et voilà, et ça a été mon trampoline. Ouais, je trouve que c'est aussi assez logique, on va dire, entre guillemets, si on suit un peu la chronologie des choses, parce que tu peux pas raconter la même chose quand t'as 20 ans et quand t'en as bientôt 30 aussi. C'est normal d'évoluer et de raconter, en tout cas, d'être le plus proche du réel. C'est aussi ce qui fait des projets authentiques et ce qui va marquer les gens, donc je comprends ça. Et toi, comment t'as fait pour justement retrouver cette envie et retrouver cette étincelle de reprendre du plaisir? Me laisser du temps, plusieurs mois sans faire de musique. Aussi, c'est marrant, mais intégrer l'idée que j'allais peut-être pas reprendre, ça l'a sorti, du coup ça m'a sorti un peu de l'art pendant un moment, tu vois. Et au final, le fait que ça revienne tellement naturellement, ça m'a confirmé que c'était vraiment mon truc, tu vois, que quand j'en ai gros sur le cœur, c'est comme ça que je m'exprime, tu vois. Et le premier morceau que j'ai fait, il s'appelle Boys Don't Cry. C'est un sample tiré d'un film du même nom, tu vois. Et je sais pas, en fait, c'est un long couplet, et il m'est venu tellement naturellement, comme ça m'arrive rarement, tu vois, d'écrire plus de 64 mesures d'une traite.
que je me suis dit ok, c'est vraiment ça sort du cœur, ça vient trop du cœur, c'est trop vrai, et je crois vraiment au ce truc de plus c'est sincère, plus c'est évident. Donc du coup je me suis dit vas-y, pas de concession, ce sera ça. C'est intéressant, je pense que ça va peut-être surprendre entre guillemets certains auditeurs, tu vois, justement cette colère que tu peux avoir ou cette amertume. Moi je la comprends tout à fait, elle est très compréhensible, mais je pense que beaucoup te considèrent comme un rappeur hyper accompli et t'as un peu coché énormément de cases en termes d'accomplissement, de carrière, et on imagine aussi une certaine liberté. Toi tu te sens toujours quand même en marge? Un peu, mais je sais pas comment dire. Peut-être j'aime bien me plaindre aussi, tu vois, genre, où je pense que tous autant qu'on est, on a peut-être toujours la petite frustration de ça a l'air de se passer mieux pour les autres carrières, je sais pas. Moi j'ai l'impression d'être toujours en guerre, c'est mon truc. C'est trop bien, moi je comprends grave, c'est un moteur aussi. Mais c'est un moteur à fond, et c'est pour ça que je suis encore là en pétard. Mais c'est vrai que oui, des fois il y en a, ils pensent que ça coule de source, c'est tout droit, machin. Et c'est vrai que moi des fois je me dis ah putain, je dois toujours me bastonner, mais en même temps j'aime trop parce que tu vois, même je rebondis là-dessus, mais c'est ce qui m'a donné aussi la force de monter mon label, de faire les choses de cette manière maintenant. C'est vraiment ok, on va être sur tous les, enfin comment dire, tout organiser nous-mêmes. Je veux que tout vienne de moi, j'ai trop de choses à dire et tout, et j'ai cette rage et cette détermination qui vient de cette sensation là aussi, si ça a coulé trop de sources comme tu dis. Et je l'aurais moins. T'as envie de... Tu sais plus ce dont tu as envie aussi, t'es moins guidé par les envies des autres, mais toi t'es plus déterminé dans ce que tu fais. Mais je trouve ça intéressant quand même de... Tu vois, c'est pas des discours qu'on entend souvent, de montrer un peu de vulnérabilité et de montrer aussi qu'on a les crocs et qu'on a envie de plus. Parce que souvent quand, tu sais, t'atteins un certain nombre de streams, un certain nombre... tu as une certaine audience, ce que tu as... t'as une grosse audience, tu vois, on a plus tendance à s'appuyer sur un peu de l'ego trip et dire bon bah ça y est, je vais voilà, et je vais flex jusqu'à la fin de ma carrière parce que je peux pas montrer autre chose que ça. De fou. Après je sais pas, je pense que j'ai toujours des trucs à prouver, que après je pense que sur ce projet dans ma mentale j'ai envie de m'affranchir aussi un peu plus des chiffres et tout, tu vois, il y a ce truc aussi où peu importe ce qui se passe une fois que l'album sort, je suis tellement fier de cet album et je sais tellement que c'est mon meilleur projet que j'ai déjà gagné, tu vois, sur ça. Et je vais pas mentir, j'avais pas cette sensation sur mon premier album, j'étais moins sûr de moi. Là, je pose vraiment un truc solide et je suis trop content que ça existe, tu vois. Et voilà, après, faut se motiver. Moi, je voulais aussi ne pas, si je continue évidemment, rester sur les mêmes schémas. Faire toujours un peu ton album, ta même tournée, ton truc. Donc voilà, j'ai voulu aussi... changer la forme aussi des choses. Enfin, se mettre des défis, tu vois. On a ouvert un Accor Arena, donc c'est aussi un défi, il faut le remplir et tout. Les gens sont au rendez-vous jusqu'alors, mais tu vois, c'est aussi... c'est des défis. Je veux quand même aller plus haut, tu vois. Je veux m'affranchir des chiffres, mais je veux quand même savoir. Donc c'est un peu une dualité, tu vois. Mais... en fait, mais il y a toujours ce côté de challenge qui est hyper... C'est normal, quand tu fais de la musique, tu as envie d'être entendu pour ce que tu fais. C'est ça aussi, je trouve ça vaut le coup, tu vois. Bien sûr. Mais c'est bien aussi de pas être parasité par un truc toxique qui au final atteint vraiment ton art. Donc ça, je comprends très bien dans l'album, dans ce que tu racontes. En tout cas, je comprends très bien qu'il y a ce... j'ai l'impression que tu passes une étape aussi où tu es complètement fier de ce que tu fais, ça je le comprends, et ça passe par des moments où je vais vous montrer mon vrai visage, et ça c'est aussi intéressant de pouvoir atteindre cette relation là avec ton public en te disant là je peux tout dire et je suis à l'aise avec ça. Ça c'est vraiment, moi je veux m'accomplir artistiquement à mort, tu vois, et c'est vraiment sans concession, tu vois, c'est genre... J'ai mis tous mes sous sur un clip dans lequel j'apparais même pas, et que c'est sur le morceau Police. Mais quel clip! Et je suis trop content, tu vois. Parce que ça montre ce que j'aime, ça représente quelque chose, ça raconte l'histoire, c'est l'épisode 0 un peu, tu vois. Et je pense que quand tout sera bien sorti et que les gens vont capter comment on a écrit l'histoire, ils vont faire ah ouais putain c'est smart de fou, et je suis trop content que ça existe comme ça, mais... J'espère que beaucoup de gens vont le voir. Tu vois, c'est clair, c'est clair. Pour tout arracher. Et tu parlais de cette période qui était difficile dans laquelle tu as écrit, tu as confectionné cet album-là. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire que ça t'a aidé d'une manière un peu presque thérapeutique? Ouais, à fond. À fond. En vrai, la musique, ça aide, tu vois. Après, des fois, c'est bien de se faire aider par des vraies personnes aussi. mais de ouf. Enfin... Après, c'est vrai, en fait, je fais toujours beaucoup de musique dans des moments un peu durs de ma vie, donc c'est vrai que ça en fait aussi comment dire, c'est un peu la malédiction aussi, tu vois, c'est un peu, genre c'est dommage que pour faire des bonnes choses, il faille aller mal. Après, c'est vrai que
je vais pas te mentir, je me suis senti beaucoup mieux dans ma vie quand j'ai posé le dernier couplet et que c'était fini, tu vois. Il y a ce truc un peu de ok, j'ai raconté l'histoire, j'ai posé ce que j'avais à poser et ça m'a allégé. Après, il a fallu quelques mois pour se remettre un peu en forme physiquement, mentalement, se redonner bien la déterre, mais c'est vrai que c'est dans ça que j'ai trouvé... Il y a toujours une forme thérapeutique, j'ai l'impression, quand surtout pour les artistes qui partagent vraiment des moments sincères de leur vie, tu vois. Mais il y a ce côté un peu, parfois... nocif, tu vois, d'être contraint entre guillemets, d'être dans des situations difficiles pour être le plus inspiré, mais en même temps, c'est dans ces moments-là que tu es confronté à plein de choses qui te révèlent des choses de toi aussi et qui rend bien en musique, tu vois, on va pas se mentir. C'est trop brut, tu vois, c'est réel. J'avoue, il y a des choses que je dis dans l'album, je les aurais peut-être enlevées si je le faisais maintenant, je les aurais pas écrit pareil. Après, il y a ce côté, allez, vas-y, j'ai le seum, je le pose sur papier, on en fait des morceaux. Et maintenant, je m'y tiens, mais c'est vrai que le moment où je vais les interpréter sur scène, je serai dans un meilleur mood que quand je les ai écrits, et c'est ce qui est cool aussi. Ça te permet de te détacher aussi de cette histoire, tu vois. Tu vois, on va en faire autre chose. On va s'écouter un petit extrait de Police, du coup, dont tu parlais. Ne peut plus le suivre lorsqu'elle essaye de lui dire que tout va trop loin, que la haine est trop vive. Paul n'en fait qu'à sa tête et bouge ses oreilles comme un ado ivre. Celui qui courbait les chines veut maintenant prendre des directives. Mais Lise ne peut plus le suivre. Elle dit que brûler la terre la rend moins jolie et plus maladive. Elle dit qu'elle veut voir son père, que c'est souvent lui quand son père... C'est un morceau qui est très dense et c'est un storytelling comme tu sais faire, et tu parlais du clip, je trouve que c'est très intéressant la manière dont tu as pensé comme un mini-film en fait, avec vraiment... En fait, il faut écouter le morceau pour comprendre l'histoire, il faut écouter en entier, il y a une chute, il y a une écriture presque... cinématographique. À fond, à mort. C'était ça un peu ton idée, c'est un truc qui te plaît. À fond, je trouve que c'est un morceau qui t'emporte. C'est aussi pour ça que du coup avec Alex ici, le réalisateur du clip que je salue, on a voulu raconter une autre histoire encore dans le clip parce qu'en fait c'était tellement littéral, tu fermes les yeux, t'écoutes le son, tu l'as, qu'on a voulu jongler un peu avec l'univers de Police visuellement pour aller un peu plus loin, tu vois. Ça laisse un peu plus libre cours à l'interprétation. Mais voilà, je voulais faire un vrai storytelling. C'est un peu les enfants terribles, quoi. Ouais. C'est la continuité, je trouve, de ce que des pierres que tu as déjà posées. À fond. Le fait, justement, tout à l'heure, tu parlais d'identification. Je trouve que c'est un truc très fort dans ta musique. C'est que tu racontes des histoires parfois très précises. Là, vraiment, c'est une histoire très précise que tu racontes. Mais... ça fait toujours écho à des sentiments un peu universels, à des histoires de vie, à des choses... En fait, on peut toujours se raccrocher à quelque chose. Je vais pas spoil, entre guillemets, le morceau pour ceux qui n'ont pas écouté, mais il y a plein de facettes des persos que tu racontes qui peuvent faire écho chez le public, en fait, chez l'auditeur. C'est l'adolescence aussi, tu vois. C'est un thème qu'au final, j'explore toujours pas mal. C'est le seul morceau qui traite vraiment frontalement de ça aussi dans l'album, parce que du coup, comme je dis, il y a aussi cette prise de maturité plus globale dans les autres sons, mais je trouve que c'est sûr que tu l'écoutes, tu peux te retrouver dedans sans être littéralement le personnage de Paul Woodley, mais ça que je trouve beau, et c'est ce que les gens, les retours que j'ai eu étaient plus sur ça, quoi. Je trouve que ça hit les gens, quoi. Et justement, le public qui te suit aujourd'hui, j'ai l'impression que j'imagine que tu vois les mêmes têtes depuis presque 10 ans. Il y a des gens qui sont fidèles, qui t'ont suivi. À mort. Et après, je vois aussi pas mal de nouvelles têtes à partir du moment où, quand j'ai commencé en solo, j'ai vu des nouvelles personnes arriver et j'aime bien le voir s'élargir. Et un des défis aussi de cet album, c'est peut-être d'aller aussi rencontrer un nouveau public en plus je pense que ça plaira aux gens qui me suivent depuis 10 ans, tu vois. C'est un pas de côté, mais je pense qu'ils comprendront la démarche. Surtout, ils apprendront plus à te connaître, parce que j'ai l'impression que c'est un album où t'es le plus sincère, et y a c'est le plus ça. Toi, quoi. Ouais, de ouf. Et je retrouve vraiment un peu des énergies du début dans la façon dont ça a été construit, comme je te dis aussi. Il y a ce côté un peu fait maison auquel je tiens. Et je sais pas, moi j'ai vraiment l'impression que cet album, je trouve tellement... je me jette des fleurs, mais je trouve tellement là pour bien. Ça, je trouve tellement bien que je pense que même quelqu'un qui est genre hostile à ma musique globalement, il peut pas dire que c'est pas un bon album, tu vois. Il y a ce truc un peu intéressant c'est une vraie pierre qui est posée, tu vois. Je comprends qu'on n'aime pas Montagne Russe, mais celui-ci, si tu kiffes la musique, le texte, les instrus, tout. C'est ça que je trouve assez frappant
en ce moment sur les derniers succès qui sont en train de pop, tu vois, dans la musique et au sens large et surtout dans le rap, j'ai l'impression que les gens, ils s'attendent quand même à avoir une personnalité, tu vois, à entendre vraiment un humain derrière la musique et quitte à ce que ce soit très différent, quitte à ce que ça soit un truc qu'on n'a jamais entendu et même parfois il y a des gens qui adhèrent à des personnalités sans forcément que ce soit le genre musical qui leur parle, mais t'as besoin, j'ai l'impression que le public a de plus en plus besoin d'un truc un peu rugueux, tu vois, de personnalité et d'aspérité. D'aspérité, effectivement. Et j'ai l'impression que ce projet-là, moi je te rejoins complètement, donc tu te jettes des fleurs, mais j'ai ce regard aussi, tu vois. Les gens vont apprécier la démarche, qui est une démarche très rap, je trouve, et très humaine, tu vois, de vraiment c'est l'artiste qui se dévoile complètement et il y a moins justement les schémas de remplir un cahier des charges dans l'album, il faut tel type de morceau plus ce type-là. Il y a un truc un peu parfois déconstruit et en même temps très cohérent que je trouve intéressant dans ce projet-là. Mais j'ai hâte que le monde l'entende. Le 3 octobre, les gens seront là, on a un petit peu de temps. Je t'avais dit dans l'intro, j'ai prévenu, il y a des petites surprises et j'ai quelqu'un qui a voulu te laisser un petit message. Que tu vas bien, que tout roule. Bonjour à Sandra. Désolé si on entend beaucoup le vent. J'avais une petite question pour toi là. Dans ton album, est-ce qu'il y a un morceau, tu sais, on a toute la stratégie, machin, les morceaux qu'on envoie, etc. Mais des fois, on a un morceau un peu plaisir coupable. On a trop hâte que les gens le découvrent, etc. Est-ce que tu as un morceau dedans comme ça? Et si oui, comment il s'appelle? Voilà, je t'embrasse, je te souhaite beaucoup de force et à très vite. Yes, la grosse bise au frérot d'NPLG. Avec une très belle casquette Beyoncé, Cowboy Carter, magnifique. Quel beau gosse. Non, il est bon, c'est une très bonne question en plus. C'est vrai que dans chaque album, t'as un peu ce truc que t'as hâte de balancer. Moi, je dirais que c'est le morceau Saut périlleux. Ok. Ouais. Tu peux expliquer brièvement, sans spoil trop, mais pourquoi c'est l'hymne du Goumin. Je pense que c'est vraiment, la chanson de rupture ou de tristesse amoureuse ultime. Genre, je le trouve vraiment... Enfin, je suis trop content de ce son. J'ai vu trop de gens pleurer en le faisant écouter et tout pour ne pas avoir hâte enfin, que tout le monde l'écoute. Je trouve qu'il est vraiment fort. Je pense que je vais même un peu accélérer sa sortie avant l'album. T'as hâte que ça sorte? Ouais, je sens qu'il faut qu'il soit mis vraiment en avant et tout. Donc du coup non, c'est celui-là, Saut périlleux. Il y en a peut-être d'autres, mais en ce moment, je dirais que c'est celui-là. Ouais. Ok. Tu le disais tout à l'heure, t'as créé ton propre label. Tu travailles du coup de manière différente aujourd'hui. Ça change quoi concrètement dans ta façon de travailler? Est-ce que t'as des gens quand même à qui tu pas rends des comptes, mais avec qui tu bosses un peu une sorte de stratégie? T'as ça? En gros, on fait nos rendez-vous hebdomadaires. J'ai un label, quoi, tu vois, c'est en mode... écoute, j'ai changé presque toute mon équipe autour de moi. Franchement, quand même, j'ai eu la chance de toute ma carrière travailler avec des bonnes personnes. J'ai pas une mauvaise expérience de l'industrie, même des majors et tout, et peu de gens peuvent dire ça, je pense que, tu vois. Mais c'est juste que, dans une carrière, je pense que c'est un moment inévitable et que il n'y a pas de contrat type un peu artiste ou truc qui aurait pu me satisfaire à ce moment-là, tu vois. C'est même pas une question de comment développer le projet, c'est que j'avais trop besoin de le développer moi-même. Donc voilà, j'ai ma team, on est en petit comité et on se réunit ça reste hyper carré, pro. Quand même, parce que j'ai quand même appris, tu vois, j'ai appris avec des personnes qui savent faire. Je pense que je leur ai appris aussi plein de choses. Je me rends compte aussi que même c'est con, mais en termes de marketing, ce qu'on a créé avec Columbine et ce que j'ai pu faire même tout seul, c'est sûr. Ça déchire, tu vois. C'est genre, il y a trop de gens qui nous reprennent nos idées pour que, tu vois, j'en fasse pas. Enfin, je veux dire, je sens que j'avais tout ce qu'il fallait pour le faire moi-même. Enfin, du moins, c'est peut-être une petite prétention, mais j'avais envie de me la tenter, tu vois. En tout cas, c'est palpable, tu vois, parce qu'il y a vraiment un truc. Il y a un truc qui est resté de Columbine et je pense que ça va se faire aussi, ça va se faire de la même manière avec ce projet-là. Je trouve ça intéressant aussi, c'est pour ça que je t'en parle d'avoir son propre label. Déjà, c'est bien de rappeler que avoir son propre label, ça veut pas dire faire les choses en freestyle et pas être entouré. Tu peux, mais tu vas en payer le prix. Oui, voilà. Quand même, faut quand même savoir comment va sortir un album. Moi, j'aime bien développer mon album sur longtemps. Pour moi, ça peut durer 2 ans, l'aventure d'un album, tu vois. J'en fais pas tous les 6 mois. Je peux faire des EP, des mixtapes, des trucs parallèles plus légers. Mais quand je dis album, que je pose une tournée, je sais que je suis parti pour 2 ans et que je vais tout faire pour tout arracher, tu vois. Et du coup, c'est beaucoup de taf.
tout le déroulé qu'on est en train d'envoyer en ce moment, enfin, c'est des choses qu'on prévoit depuis 6 mois, on écrit tout le monde s'arrache un peu les cheveux, c'est un peu la panique. C'est dur, c'est plus de travail que quand j'étais encadré, tu vois, de manière comment dire, plus industrie, universelle, tout ça. Mais je me régale trop, j'aime trop, tu vois, même je sais pas, je vais même plus loin dans les trucs. Bah, ça se vraiment, voit. j'en place une à mon équipe qui déchire et tout est trop comme je veux, donc ça tue. Mais c'est bien parce que ça se voit qu'il y a quand même une réflexion et je trouve ça bien pour ton public aussi. Ça te permet de. J'ai l'impression que ça te donne une certaine liberté pour communiquer aussi différemment, tu vois, et pour garder et créer en tout cas un lien avec ton public qui te ressemble vachement. J'ai l'impression qu'il y a vraiment ce truc-là sur ce projet, notamment avec l'idée de ce groupe sur de ce compte Insta et tout. C'est des détails comme ça, mais qui font que tu donnes quelque chose à ton public d'un peu privilégié. Bah ouais, j'ai volé l'idée à Charlie XX. Ça va, c'est une bonne ref. Ouais, non, ça tue, non, mais... Ouais, en fait, de toute façon, j'ai toujours été en contact direct. À l'époque, on faisait des groupes WhatsApp, plein de trucs. Mais du coup, là, il y avait ce truc de, je voulais créer un compte Insta qui est un peu sans filtre, où j'envoie vraiment tout, tu vois, aussi bien les offs de la création de l'album que des scènes de vie, tu vois, que je me sens moins à l'aise de poser sur mon Insta. Maintenant, où faut que ce soit vraiment mystérieux, esthétique et tout, je me suis un peu prendre dans ce jeu-là. Et du coup, je me dis, tiens, c'est un beau pas de côté, et c'est cool d'avoir cette plateforme-là, quoi. Je pensais pas qu'il y aurait autant de monde, en fait. Ah bah là, genre, c'est que le début, en plus. Ouais, tu vas voir les demandes. On va arriver à 50 000 personnes dessus, mais j'essaie de garder un truc de contact direct, je parle aux gens, j'explique, tu vois, je sens qu'il y a besoin d'explications sur ce projet, c'est aussi pour ça. Ouais, il y a un truc un peu mystérieux. Aussi, tu vois, c'est en mode, faut... Ça y est, au début, je suis arrivé mystère, maintenant, j'ai envie de réouvrir, je vais montrer... C'est trop bien. Bah, petit à petit, tu ouvres les portes et en tout cas, les gens peuvent rejoindre. Il faudra que tu acceptes la demande. Je les accepte un par un. Un par un, c'est toi, c'est vraiment toi derrière le compte en tout cas. Et ouais, bah, en tout cas, on va devoir patienter encore quelques mois pour écouter Brûler Paris. Moi, je le dis sans trop spoiler, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce projet. J'ai trouvé ça vraiment très très réussi. Pour le coup, j'écoutais Columbine aussi, moins intensément peut-être que les fans hardcore, mais j'ai toujours trouvé ça intéressant. Et là, vraiment, j'ai l'impression que c'est un projet. Certes, on va pas faire le cliché du projet de la maturité, c'est le cas, mais je trouve que vraiment, justement, on parlait d'aspérité, il y en a beaucoup, et tu donnes vraiment de toi dans ce projet-là, et c'est vrai que pour moi, c'est un peu la clé pour réussir, c'est de créer quelque chose que personne ne peut raconter à ta place, en fait. Et je trouve que c'est vraiment très réussi. Ben merci, tu te déchires. Il y aura une très grosse date qui va arriver, tu le disais tout à l'heure, l'Accor Arena, du coup. Ouais. C'est en novembre 2026, c'est ça ? Je sais plus la date, mais je crois que c'est 11 novembre, un truc comme ça. Ouais. Bon, bah écoutez, la billetterie est ouverte. Ouais, en pétard. Les gens vont commencer à remplir ça tranquillement. Je pense que ça va être une très grosse date de célébration aussi pour toi et pour tous ces gens qui te suivent depuis aussi longtemps. Donc je pense que ça va être un beau rendez-vous. Merci d'avoir été là en tout cas. Merci de nous avoir donné des clés pour comprendre l'album qui arrive. Pour ceux qui nous écoutent, j'ai confectionné une playlist avec les essentiels de l'UJPK selon moi. Si vous voulez réviser avant l'album, c'est quand même important. Et suivez l'actualité, il va y avoir plein de belles choses qui arrivent. Et nous, on se retrouve dans 2 semaines. Salut. Ciao. Processus. Salut, c'est Sandra. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Cet épisode de Processus est terminé, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on vous livre un nouvel épisode dans 2 semaines. Parce que Processus, c'est tous les 15 jours, un mardi sur 2. Alors abonnez-vous et mettez des cœurs en commentaire. Bye. Colmini.